Bien, bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être avec nous pour cette conférence de fin de journée sur les 12 tendances en matière de marketing client multicanal. Donc, je suis Anthony Dédier, responsable innovation marketing au groupe La Poste. Yann se présentera un petit peu plus tard. Donc le principe, c'est de vous faire partager notre vision, nos réflexions, nos voyages aussi, parce qu'il y a pas plus tard que 3 semaines, on était encore aux États-Unis pour faire un point sur ces tendances qui se déclinent en Europe, mais aussi partout dans le monde, de faire le point avec vous sur ces différents éléments. J'espère qu'on aura un petit peu de temps pour partager après. Je ne suis pas sûr parce que le timing est très serré et on a pas mal de contenu à partager avec vous. Et sans plus attendre, on va commencer la présentation. Très bien, bonjour, donc je m'appelle Yann Claysen, je préside une agence qui s'appelle ETO, qui est une agence spécialisée sur le marketing client et le marketing relationnel. Donc comme le disait Anthony, l'idée c'est vraiment de partager avec vous 12 tendances qui nous paraissent fortes sur les métiers du marketing client. Alors on va démarrer. Première chose, voilà. On va partir par un constat, par 3 constats en fait. Le premier constat, c'est que les points de contact entre les marques et les consommateurs explosent. Ça veut dire quoi? On avait il y a une quinzaine d'années la télévision, il y avait la presse, il y avait la radio. Aujourd'hui, il y a Internet, aujourd'hui, il y a le mobile, il y a les réseaux sociaux, il y a la presse gratuite. Bref, les points de contact entre les marques et les consommateurs, les clients, sont complètement en train d'exploser. Et on assiste à une forte digitalisation de la relation entre les marques et les consommateurs. Et on assiste aussi à une hyper fragmentation de l'audience. C'est-à-dire que les consommateurs, ils zappent d'un média à un autre, ils zappent d'un point de contact à un autre. Et tout ça fait que ça devient de plus en plus compliqué de monitorer, de piloter la relation avec les différents clients, avec les différents consommateurs au travers de tous ces médias. Le deuxième point, c'est que du fait de cette propagation en fait, des terminaux et des contenus qui vont avec, la marque maîtrise de moins en moins son image perçue. Un chiffre, 70% des contenus liés à une marque sur les canaux digitaux ne sont pas maîtrisés par la marque elle-même. Ce sont les consommateurs eux-mêmes, clients ou non, qui s'expriment, comme on a l'habitude de le faire, vous, moi, sur les réseaux sociaux, sur des blogs, par des emails, sur une marque. Donc, ce qui veut dire, si on prend ce point, cette étude de Google, que 30% des réponses obtenues, par exemple, sur Google, sur une marque, sont elles-mêmes propulsées par les utilisateurs. Le message, il est clair, c'est que on ne peut plus être uniquement dans un monde descendant où on cherche absolument à contrôler les contenus et les messages. Il y aura toujours ce monde-là, heureusement, il y a des canaux qui sont faits pour ça, mais la marque non seulement doit envisager d'écouter ce qui se dit par ses clients, ses fans, les gens qui sont intéressés par sa marque un petit peu partout et notamment dans l'univers numérique, mais utiliser en plus cette opportunité pour recoller de l'information, analyser, avoir des insights en tendance marketing et savoir ce que les consommateurs potentiellement attendent de la marque ou plus généralement d'une utilisation ou d'un usage de produits ou de services. Le troisième constat, il est lié aux 2 premiers. Comme l'a dit Anthony, les marques, c'est de plus en plus compliqué pour les marques de piloter l'image qu'elles ont auprès de leurs consommateurs, auprès de leurs différents publics. Du coup, on voit bien que la relation avec les différents publics de la marque devient constitutive de son image. Alors ça, c'est assez révolutionnaire, parce que depuis l'invention du marketing et l'invention de la publicité, la marque, elle pilote son image au travers de l'expression des messages, au travers de la création des messages et au travers de l'achat média. Et bien ça devient de moins en moins vrai, ce qui va être de plus en plus prépondérant dans la manière dont une marque à telle ou telle image, dans la notoriété d'une marque et dans l'image d'une marque, eh bien, ça va être la relation qu'elle a avec ses contacts, avec ses clients, avec ses prospects. Pour le dire très concrètement, hier, l'image de marque était essentiellement liée à la publicité. Demain, l'image de marque, elle sera toujours liée plus ou moins à la publicité. Ce n'est pas la fin de la publicité, mais elle sera de plus en plus liée à la relation qu'ont les consommateurs et les clients avec la marque. Parce qu'une image, une marque qui a une belle image, mais qui se fait démonter sur Facebook, qui se fait démonter sur les réseaux sociaux ou sur les blogs ou sur les sites d'avis de consommateurs, eh bien c'est une marque qui va petit à petit perdre cette belle image malgré toutes les campagnes publicitaires qu'elle peut émettre par ailleurs.
Donc la relation client, et c'est important de le dire, puisqu'on est quand même dans un salon dédié à la relation client et au marketing direct, la relation client va être structurante et va devenir un pilier essentiel dans l'image d'une entreprise et dans l'image d'une marque. Bref, on voit bien hein, que les marques doivent maintenant apprendre à dialoguer réellement avec leurs clients. Donc c'est ce que disait Anthony. Et c'est un dialogue qui doit être réel. Hein. Ça fait 15 ans qu'on lit dans la presse ou qu'on a des bouquins où on dit qu'il faut mettre le client au centre. Aujourd'hui, il ne faut pas seulement le dire, il faut le faire en vrai. Et il faut mettre en place réellement des outils qui vont permettre hein, ce dialogue, cette interactivité. Alors par rapport à ça, justement, l'idée maintenant, c'est de vous donner des premières pistes, des premières tendances, comment différentes grandes marques internationales ont mis en place des premiers outils, des premiers dispositifs pour entamer ce dialogue. On va voir ça en 12 points. Alors, premier point, on est sur toujours plus de personnalisation. On parle bien de personnalisation et pas forcément de customisation. On va personnaliser en fonction de la connaissance personnelle qu'on aura du prospect ou du client, et ça va se décliner de manière différente sur, on va vous citer deux grands exemples pour les marques. Le premier, c'est Unilever à travers une communauté dédiée aux femmes qui s'appelle Unomi, et déclinée à la fois dans le monde digital avec un site communautaire en ligne et dans le monde du print avec un magazine, où là c'est une amorce d'une marque qui a segmenté son marché, ses utilisatrices, ses clientes, et qui va faire quelque chose de spécifique pour elles, et surtout provoquer, initier, encourager aux conversations qu'auront ses clientes sur autre chose que ses produits. Tout à fait. Unomi, pour ceux qui ne connaissent pas, ce sont toutes les marques du groupe Unilever au Benelux. Hein, donc sur les Pays-Bas, sur la Belgique et le Luxembourg. Donc c'est pas connu en France, mais c'est un vrai cas d'école, effectivement, au Benelux. Le deuxième point, c'est Macy's, qui est l'équivalent, il n'y a pas vraiment d'équivalent en France, mais on va dire un printemps. C'est le premier distributeur hein, de produits comme les vêtements, etc. aux États-Unis. Donc c'est une marque à 140 ans d'histoire derrière, et qui a la particularité d'il y a une dizaine d'années, d'avoir eu un président qui a une vision d'une entreprise customer-centric. En fait, et qui s'est dit, il y a une dizaine d'années déjà, ils étaient déjà très bons en marketing traditionnel, hein, mais il s'est dit, voilà, je veux aller au-delà et je veux placer mes clients au centre de mon entreprise. Et je veux être d'ailleurs, moi, le premier ambassadeur de mes clients au centre de mon entreprise. Ça a demandé 4 ans et demi à l'entreprise pour se révolutionner, se réinventer totalement en matière d'organisation, avec une organisation beaucoup très transversale, tournée client. Et ce qu'on peut voir maintenant, c'est très intéressant. Il y a pas mal de choses en ligne que vous pouvez retrouver sur Macy's, avec des déclinaisons comme ce qui se passait cette année. Macy's a édité des catalogues de produits destinés à ses clients. Simplement, ils ont utilisé la connaissance qu'ils ont sur leurs clients à travers le CRM classique, donc très tourné vers la transaction en fait, RFMT, etc., à travers les bases de données de vente. Ils ont aggloméré aussi des insights liés aux réseaux sociaux, plus liés aux préférences en fait des fans, moins liés aux clients, et ils ont analysé toutes ces données pour faire en sorte d'avoir des catalogues personnalisés, individualisés. Et donc ça a donné lieu à 500 000 catalogues différents. Intégrant chacun la préférence et l'historique de comportement d'achat des clients. Voilà, alors c'est quelque chose de très poussé, mais qui est intéressant à voir parce que là, on est vraiment dans la personnalisation one-to-one appliquée. Donc ça, c'est une première tendance forte. Deuxième tendance, c'est le marketing de communauté. Alors, c'est des choses dont on parle déjà depuis quelques années, depuis 2-3 ans, avec l'émergence et la démocratisation de l'usage des réseaux sociaux. Pour autant, le marketing communautaire n'a pas attendu Internet et n'a pas attendu les réseaux sociaux pour émerger. Je voudrais simplement citer un excellent exemple qui est pour moi le best de marketing communautaire, c'est celui d'Harley Davidson. Harley Davidson, c'est une marque qui avait pas mal de soucis dans les années 70 aux États-Unis, avec l'arrivée des motos japonaises essentiellement. Et donc, eux, ils ont été parmi les premiers à faire du marketing de communauté, c'est-à-dire qu'ils ont créé des clubs un peu partout aux États-Unis, des clubs réels, et ils ont utilisé les membres de ces clubs pour les transformer en ambassadeurs de la marque et pour créer un véritable marketing communautaire. Et le club principal, donc c'est le Harley Davidson Owners Group,
Et ce club-là, le président de ce club, il est en contact direct, permanent, avec le PDG de la société Harley-Davidson. Et le directeur marketing de Harley-Davidson, il est recruté au sein de ce club. Hein, donc il y a des liens vraiment très très forts entre le club et la marque. Et tout ça, évidemment, est décliné sur le net aujourd'hui avec pas mal de dispositifs online. Et évidemment, c'est décliné également sur Facebook. Un deuxième exemple de marketing communautaire qui est intéressant, c'est Nike. Ce que fait Nike au Brésil, au travers du sponsor d'un site pour un club de foot qui est un des plus gros clubs de foot brésiliens, les Coracian. Donc c'est un club de foot qui rassemble plus de 20 millions de fans. C'est vraiment important, 20 millions de fans. Et ils ont créé toute une communauté autour de l'idée de nation. Hein, donc c'est la nation des Coracian, donc c'est le nom du site. Et ils vont très très loin, c'est-à-dire qu'ils ont créé différents supports, différents documents. Vous avez même une carte d'identité, vous avez même un passeport. Vous avez une ambassade de la République des Coracian, qui est un bus qui se déplace partout au Brésil. Hein. Et il faut savoir que le premier mois, lors du lancement de cette communauté, de ce site, hein, il y a eu plus de 1 million de demandes de passeports pour appartenir à cette communauté de la République des Coracian. Hein, donc on voit que le marketing communautaire, c'est quelque chose qui peut fonctionner. Après, toutes les marques n'ont pas vocation à aller vers un marketing communautaire aussi important. Je crois qu'il ne faut pas se leurrer. Quand on est une marque de lessive, ce sera un petit peu plus compliqué. Il y a moins d'engagement. Néanmoins, il y a des choses qui se font et qui fonctionnent. Alors pour information, le président de la République des Coracian, qui a été élu il y a maintenant 2 ans, c'est Lula, qui est l'ancien président du Brésil. Troisième tendance, la participation du client tout au long de la chaîne de valeur du marketing. Qu'est-ce qu'on entend par là? On entend par là que les clients en particulier attendent autre chose de la part des marques. D'un côté, elles sont de plus en plus défiantes vis-à-vis de toute marque d'autorité, système politique, experts, marques elles-mêmes, les grands émetteurs de contenu qui viennent de très haut, qui sont très descendants. En revanche, lorsqu'on leur propose des modes participatifs, de les inclure en fait dans la conversation, comme le disait Yann tout à l'heure, et de manière plus générale dans la construction de quelque chose, d'une expérience plus globale, là, ils répondent oui, ils répondent présent et ils sont prêts à s'investir activement, y compris vis-à-vis de marques commerciales. On ne parle pas seulement d'engagement sociétal, associatif, c'est aussi le cas vis-à-vis de marques. Donc 2 exemples. Le premier, c'est Procter & Gamble, l'exemple que vous voyez ici sur VocalPoint, qui joue en fait sur le bouche à oreille de mères utilisatrices de produits de Procter & Gamble. Tu peux en dire un mot, Yann? Voilà, si tu veux. oui. VocalPoint, ça existe depuis à peu près 7 ans. C'est 300 000 mères au foyer aux États-Unis. Hein, donc c'est une vraie communauté. Pour y rentrer, il faut remplir un questionnaire assez fastidieux. Mais c'est gratuit et ça permet aux personnes, c'est essentiellement des mères au foyer, hein, ça permet à ces personnes de tester des produits, donc ils vont recevoir des produits en avant-première, de tester des publicités, de tester des packaging. C'est du crowdsourcing, hein, c'est-à-dire qu'on va vraiment chercher à faire participer les consommateurs dans l'évolution des produits de Procter & Gamble. Donc 300 000 mères au foyer. Ils ont créé une plateforme à peu près similaire qui s'appelle Tremor pour les adolescents, 250 000 adolescents. Et ce qui est intéressant, c'est devenu un service marketing à part entière et ils revendent ce service à d'autres marques non concurrentes aux États-Unis. Donc c'est quasiment devenu un prestataire marketing. Le deuxième exemple, alors malheureusement on l'a pas encore en France, mais c'est le cas aux États-Unis. Par contre, on a des Starbucks en France, donc vous voyez ce que c'est. C'est le programme My Starbucks ID qui consiste tout simplement, là aussi on est dans le crowdsourcing, à demander l'avis aux utilisateurs clients de Starbucks sur ce qu'ils voudraient voir en termes de services, de nouveaux produits arriver demain dans les magasins Starbucks. Donc c'est un site qui est très simple, hein, vous pouvez aller voir de retour chez vous, où on va initier des discussions, où des internautes en fait vont créer des fils de discussion liés à des choses qu'ils aimeraient voir demain dans leur magasin Starbucks. Et aujourd'hui, ça marche très bien, puisque depuis que ça a été ouvert, donc de mémoire c'était il y a 3 ans, je crois, 3 ou 4 ans, le programme, on est à 125 000 idées déposées sur Starbucks ID et on a déjà 185 idées qui ont été implémentées, retenues et déployées dans les magasins aux États-Unis, mais pas seulement, puisque c'est aussi le cas dans le monde entier. Ce qui est intéressant aussi à travers cette notion de participation, au-delà de demander l'idée, c'est ça va jusqu'à la construction de l'offre elle-même. On n'est pas seulement dans la relation client, on va au-delà en fait. Et on offre du partage, on offre du sens et c'est ce qu'attendent les clients aujourd'hui. On retrouve aussi à travers les 12 tendances, on voit bien qu'elles sont toutes liées.
dans l'idée, dans le concept précédent, il y avait aussi cette notion de communauté. Là aussi, on a cette notion de communauté. Donc tout est lié et tout converge. La quatrième tendance, on en parle beaucoup aussi évidemment depuis quelques années et avec la multiplication et la démocratisation des smartphones, évidemment ça devient vraiment quelque chose de conséquent. C'est le mobile qui devient un véritable cordon ombilical entre la marque et les consommateurs et les clients. Donc là, un exemple qui me semble intéressant, c'est celui de Shopkick. Shopkick, c'est une application qui a été créée par 6 marques de grands magasins aux États-Unis. Donc parmi ces grands magasins, on retrouve Macy's, on a également Home Depot, on a également Sports Authority, qui est l'équivalent à peu près de Decathlon, etc. Donc il y a 6 grandes enseignes qui se sont rassemblées et qui ont créé une application qui permet aux clients de ces enseignes de se checker quand ils sont à l'intérieur d'un rayon de l'un de ces magasins. En fonction des checks qu'ils vont faire, ils vont gagner des points et ces points vont leur donner des rewards qui vont être utilisables, pas seulement dans le magasin dans lequel ils sont, mais également dans le magasin qui est à côté. Donc c'est un système intéressant. C'est un système qui ne récompense pas tant l'achat comme une carte de fidélité classique, puisque ça récompense le fait de se checker dans un magasin. Donc c'est vraiment pour générer du trafic d'un magasin à un autre et pour ensuite récompenser les clients en fonction des checks qu'ils vont réaliser et de la manière dont ils vont également partager ces checks et diffuser ces checks sur leur propre mur Facebook ou leur propre compte Twitter. Juste une précision sur le mobile. Donc, on sait maintenant que c'est vraiment important pour le marketing client, toutes marques confondues. Il y a 2 choses importantes. On était aux États-Unis, donc je disais il y a 3 semaines. Google, sa stratégie maintenant, ils ont 2 mots clés, c'est mobile first. Voilà, ils mettent en premier le mobile comme canal de recherche. Ils mettent tous leurs moyens marketing, enfin pas tous, mais une bonne partie, sur le mobile en termes de moteur de recherche et comme porteur de valeur ajoutée. Deuxième point, vous avez une étude qui vient d'être publiée en fait par le Syndicat national de la communication directe sur l'utilisation du mobile par des clients français. C'est toujours intéressant parce qu'on parlait aux États-Unis, mais c'est toujours intéressant de voir ce qui se passe en France. Et 26% des utilisateurs de mobile connectés à Internet disent utiliser leur mobile en continu toute la journée, quasiment sans s'arrêter. Ça va de l'utilisation en tant que réveil matin à une consultation régulière pour voir si j'ai pas des promotions, si j'ai pas des opportunités de contact privilégiés avec mes marques. Et on voit des choses en termes de marketing client qui sont très intéressantes puisqu'on a posé la question de l'utilisation des cartes de fidélité et 83% en fait des personnes interrogées ont déclaré avoir un intérêt majeur pour une portabilité de leur carte physique sur mobile, avec des applications en plus. Il ne s'agit pas de porter simplement, il s'agit d'offrir derrière des services. Donc on voit que pour les marques, aujourd'hui et demain, le mobile est vraiment, vraiment essentiel. Cinquième tendance, on va aller de plus en plus vers une approche, on va dire, servicielle de la relation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les marques ne vont plus uniquement vendre des produits. On va essayer de vendre des solutions de services qui vont répondre à un besoin exprimé par un consommateur. Un exemple, c'est par exemple Peugeot qui ne va plus forcément vendre des voitures, mais qui va offrir qui va créer une offre de location de véhicules dans lequel on aura le véhicule, on aura l'essence, on aura l'assurance. On aura même la possibilité de changer de véhicule pour le week-end, voire de prendre un scooter ou un vélo. Donc c'est des solutions de mobilité vers lesquelles va aujourd'hui aller Peugeot avec sa nouvelle offre Mu by Peugeot. Un exemple aussi assez intéressant, c'est celui ici d'Amazon. Chez Amazon, on peut s'abonner. Donc c'est un véritable service qui est proposé par la marque Amazon. On peut s'abonner pour recevoir tous les mois des paquets de lessive, du papier toilette, des rasoirs, des brosses à dents, etc. Plus on s'abonne pour longtemps, moins le prix est conséquent. Donc on a une offre de rewards en fonction du temps pour lequel on s'abonne à un produit. Donc on voit comme ça de plus en plus d'offres servicielles qui vont émerger. Et là d'ailleurs, Zappos a été racheté par l'américain Amazon. Zappos, alors c'est pas présent en France, c'est une entreprise qui à la base est un e-commerçant de chaussures sur Internet, qui maintenant offre d'autres choses, des vêtements, etc. Ce qui est intéressant dans le cas Zappos, c'est qu'il propose un service total aux clients, une expérience client globale, et leur credo c'est Deliver Happiness. C'est pas Deliver Shoes ou Deliver Clothes, c'est Deliver Happiness. Alors ça paraît anecdotique, on se dit
tiens, bon, je livre en fait du bonheur à mes clients, mais en fait c'est vraiment intégré dans les gènes en fait dans l'entreprise, au point qu'il y a à côté un programme Core Values de Zappos, c'est-à-dire que dès le recrutement, dès la formation des employés de Zappos, on inculque en fait une notion de service total au client, et de manière à ce que cette promesse en fait soit réellement délivrée au client et que ce soit pas juste un item ou un mot de com. Et c'est partout, on retrouve ça partout. Alors on a des boîtes françaises qui le font très bien, mais c'est intéressant de voir que ces notions marketing sont ici, dans le cas d'Amazon et de Zappos, intégrées et incarnées au plus haut niveau de l'entreprise. Jeff Bezos, le patron d'Amazon, passe 2 semaines par an dans son service client en fait, à répondre aux clients directement. Il fait pas pour lui-même, il ne fait pas pour l'image. Il veut vraiment être en contact avec à la fois ses clients en direct pour savoir leurs attentes et comment ça se passe, et aussi voir son back-office, son service client, pour voir s'il n'y a pas des choses à améliorer. Voilà, c'est en termes d'incarnation en fait, du service client et de l'expérience client, ce sont 2 beaux exemples. 6e tendance, on a parlé tout à l'heure de l'hyperfragmentation de l'audience, hein, le fait que pour les marques ça allait devenir de plus en plus compliqué de piloter les différents points de contact avec les marques qui sont en train de se multiplier, qui sont en train de se fragmenter. D'où l'intérêt pour les marques de créer un lien direct avec leurs consommateurs au travers d'un média propriétaire. Hein, donc vous avez de plus en plus de marques qui créent leur web TV, qui créent leur chaîne télévisée sur le net, voire pourquoi pas à la télé. Donc là, un exemple, et un exemple qui est français, c'est celui de Leroy Merlin. Hein, tout le monde connaît Du côté de chez vous. Du côté de chez vous, au départ, c'était un consumer magazine pour les possesseurs de la carte de fidélité Leroy Merlin, qui est la carte maison. Ensuite, c'est devenu un véritable magazine qui était vendu et qui est toujours vendu en kiosque dans tous les relais. Ensuite, c'est devenu un programme court sur TF1 le dimanche soir avant ou après le 20h. Et depuis 3 ans, c'est une véritable chaîne télé sur le câble dans lequel on retrouve des émissions autour de la décoration, autour du bricolage, avec des publicités de produits qui sont vendus par Leroy Merlin. Donc c'est des marques qui financent, hein, tout le système est quasiment autofinancé. Et puis évidemment c'est un site internet dans lequel on retrouve la totalité de ces contenus. Donc on voit bien ici une marque qui devient un média et qui exploite ce média pour rester en contact avec ses consommateurs et avec ses clients. Alors tendance suivante en fait, c'est la recherche de sens, la recherche d'autre chose de la part des consommateurs. Le consommateur d'aujourd'hui, il ne veut plus consommer bêtement, entre guillemets. Il ne veut plus seulement acheter et posséder, il recherche autre chose. Ce sens, il s'incarne différemment. Tu peux zapper. Et les marques aujourd'hui doivent proposer justement autre chose. On citait l'exemple de Zappos. Il y en a d'autres pour que tu peux Alors parler. Celui-ci, le premier exemple qu'on vous présente, c'est celui de Target. Donc Target, c'est une chaîne de supermarchés aux États-Unis, un peu équivalente à des Super U en France. Et Target, ils ont créé un programme de fidélité avec un système de rewards. C'est-à-dire qu'en fonction des achats que vous effectuez, eh bien, à chaque fois que vous achetez des produits dans un supermarché Target, il y a une partie du rewards qui est délivrée auprès d'un fonds qui est local. C'est un fonds par magasin. Et ce fonds, il est dédié à aider des associations ou des écoles du quartier. Et tout ça, ensuite, on le retrouve très concrètement. Dans chaque magasin, il y a un petit corner. Ben voilà, avec les sommes qui ont été récoltées le mois dernier, on a acheté 2 ou 3 ordinateurs pour telle école. On a repeint les murs de telle école. Donc tout ça permet de donner du sens à l'acte d'achat, un sens concret, hein, en période de crise aux États-Unis. Surtout que l'école n'est pas forcément énormément aidée par l'État, et de donner un sens dans leur acte de consommer, et tout ça de manière dans une idée de proximité et d'aide. Hein. Autre exemple, un lunetier français, un opticien français, Jimmy Fairley, même si le nom de marque ne l'indique pas. Cette entreprise en fait a travaillé sur les attentes du client et les attentes d'autres choses en matière de consommation. On se dit les lunettes, alors on n'en porte pas tous hein, ici, mais il y en a quelques-uns qui en portent. Est-ce que le consommateur attend juste des montures et des verres? Est-ce qu'il veut une marque et du design? Ça c'est réglé par Jimmy Fairley qui propose des choses différentes. Et ils sont allés plus loin en disant mais aujourd'hui on peut proposer une expérience de consommation entre guillemets de lunettes qui apporte aussi du sens. Donc ils ont un programme ce qu'ils appellent Buy One Give One.
qui consiste en fait à chaque fois que vous achetez une paire de lunettes à en fabriquer et en distribuer une pour des pays en difficulté. Là en l'occurrence il s'agit d'une contrée très lointaine en Himalaya. Et ils ont aussi travaillé sur le sens, on parle pas mal de fabrication de proximité française, européenne. Donc ils ont intégré en fait ces notions-là en proposant des lunettes designées en France, à Paris, des verres fabriqués en France et des montures fabriquées en Italie. Ensuite, on revoit aussi le côté afficher et proposer ses valeurs au sein de l'entreprise avec l'affichage de valeurs. Donc là, j'en ai pris une, mais il y en a d'autres. Hein, être passionné par ce que l'on fait. Donc on voit bien que tant côté interne dans l'entreprise en back-office qu'à l'externe, il y a vraiment une recherche, une volonté pour les marques de proposer autre chose en termes de sens. 8e tendance, c'est la gamification. On va aller vers une gamification de la relation entre les marques et leurs consommateurs. Donc gamification, c'est le jeu. L'idée, c'est de donner une part de ludicité dans cette relation et d'apporter du coup d'apporter du jeu. Alors là aussi, un exemple aux États-Unis, c'est celui de 7-Eleven. 7-Eleven, ce sont des petits magasins de proximité ouverts quasiment 7 jours sur 7 et quasiment 24 heures sur 24 aux États-Unis. Ils ont fait un partenariat avec un jeu online qui s'appelle Farmville. Alors je ne sais pas si tout le monde connaît Farmville, c'est plusieurs dizaines de millions de joueurs aux États-Unis. C'est un jeu qui ressemble un peu à SimCity, que certains connaissent peut-être davantage. C'est un jeu où on a une ferme et il faut acheter des semences, il faut acheter des animaux et on élève tout ça. Et tout ça évolue, grandit et tout. Et bah, là, l'idée de l'opération commerciale, c'est de dire pour certains produits que vous allez acheter chez 7-Eleven, eh bien, vous allez gagner des lots virtuels sur votre compte Farmville. Donc on voit il y a une gamification ici complète de la relation entre le consommateur et la marque. Et l'idée ici, c'était essentiellement d'attirer des plus jeunes sur les magasins 7-Eleven. Donc là, on a mis quelques exemples de déclencheurs, de mécanismes de jeu que vous pouvez observer vous-même. Le décrocher des badges, c'est ce qu'on voit sur différents sites sociaux. Avoir des objets virtuels, des monnaies virtuelles, elles aussi. On peut utiliser des systèmes de quiz. On peut demander aux utilisateurs du jeu de faire une quête dans le monde numérique ou dans la ville, par exemple, de chercher des objets virtuels ou physiques. Il y a pas mal de choses qui peuvent être envisagées et ça s'adresse aux jeunes et aux moins jeunes puisqu'on a tous une part d'enfant, une part ludique au sein de nous et on est tous en recherche quelque part de jeu. 9e tendance, c'est la socialisation de la relation. C'est-à-dire que on va, en tant que marque, en tant que marketeur, on va essayer de pousser les consommateurs à socialiser l'expérience client qu'ils ont avec la marque. Et donc à devenir un peu ambassadeur, si on veut, de la marque, à partager leur expérience, à faire en sorte que cette expérience évidemment soit positive, ça c'est l'objectif de la satisfaction client et de la relation client, mais ensuite à partager cette expérience positive. Donc là aussi, différents exemples. Un premier, c'est Pottery Barns. Pottery Barns, c'est des boutiques de décoration aux États-Unis. À chaque sortie de caisse, eh bien, ils ont mis des petits écrans sur lesquels le client peut se connecter à son mur Facebook et faire savoir qu'il a acheté tel et tel produit. C'est le ticket de caisse qu'on retrouve quasiment avec les produits. Faire savoir qu'il a acheté tel ou tel produit chez Pottery Barns à l'instant. Un autre exemple, c'est Diesel. Diesel, ils ont mis des cabines. C'est la Diesel Cam. Ils ont mis des petites cabines d'essayage où on peut là aussi se connecter à son mur Facebook et se faire prendre en photo pour partager les habits qu'on est en train d'essayer dans la cabine auprès de ses amis et leur demander pourquoi pas leur avis. Donc c'est du social shopping, on parle. L'idée c'est de partager et d'avoir une aide au choix au travers de l'interrogation de ses amis pour acheter, avant d'acheter un produit. Un dernier exemple en termes de socialisation, c'est Tasty Delight. Tasty Delight, c'est c'est une enseigne de crème glacée aux États-Unis. C'est une centaine de boutiques, essentiellement sur la côte Est. Ils ont un programme de fidélité classique. Plus vous achetez de glace, plus vous consommez, plus vous avez des points. Plus vous avez des points, plus vous avez des rewards. Et on peut avoir encore plus de points si on accepte, via un Facebook Connect, de connecter la carte de fidélité avec votre propre mur Facebook. Concrètement, ça fonctionne comment? Vous payez, vous utilisez votre carte de fidélité pour faire savoir que pour cumuler vos points. Et une fois que en caisse, la carte de fidélité a été topée, eh bien, ça envoie directement sur votre propre mur Facebook
un message comme quoi vous avez consommé telle glace dans tel Tasty Delight à New York ou à Boston. Hein, donc ça vous permet de cumuler des points supplémentaires. Ça permet également, et à l'inverse, à la marque, hein, de faire savoir que vous consommez ces produits. Ce qui est intéressant là-dessus, c'est qu'on commence à avoir de plus en plus de marques qui intègrent cette notion sociale de recommandation qui n'est pas liée en fait à la transaction directe dans les systèmes CRM en fait, en scorant le potentiel de recommandation en fait qu'a un client et en lui attribuant un score à la fois d'engagement vis-à-vis de la marque et de pouvoir de recommandation. Donc on a certains segments de clientèle qui commencent à émerger en fait pour les marques, qui ne sont pas forcément parmi les meilleurs clients en termes de transactions, ce n'est pas forcément eux qui achètent le plus de produits, mais en revanche, le score de recommandation va les faire basculer dans une autre catégorie de potentiel de recommandation et d'ambassadeurs en fait, de ces marques. Donc c'est intéressant à regarder aussi côté CRM. Autre notion du marketing produit au marketing client, alors c'est un petit peu la synthèse de ce qu'on vient de dire hein, en termes de tendance. C'est arrivé, et c'est pas facile. Voilà, ça c'était avant. Hein. Ça c'était avant, un monde assez fini, hein, enfin même très fini, avec des frontières très claires entre la publicité, le marketing direct de l'autre côté. Chacun avait sa place, c'était très clair. Chacun avait sa place et l'idée c'était bien de mettre la marque au centre hein, et d'avoir un marketing 360 autour de la marque. Et demain, ce vers quoi on va aller, évidemment, ce sera un 360 mais autour du client. Totalement intégré, avec le client et ses données au centre de l'entreprise, à la fois au marketing et, on le disait tout à l'heure, au plus haut niveau hein, de l'entreprise. C'est important que dans les grands boards de direction des entreprises, la fonction marketing soit représentée par le patron en lui-même. Et on voit aussi toute la difficulté d'aujourd'hui. On sait qu'il faut continuer à agglomérer des données marketing entre guillemets classiques, issues du marketing traditionnel, marketing direct, etc. Et en même temps, agglomérer d'autres données, structurées ou non, au sein des systèmes existants. Hein, c'est tout ce qui tourne autour du big data. Hein, l'idée, ce sera évidemment d'aller vers ce qu'on appelle un CRM étendu. Le CRM aujourd'hui, il s'adresse pour les entreprises uniquement pour gérer leurs clients. Le CRM de demain, on parle de plus en plus de Customer Experience Management, de CEM. L'idée, ce sera pas seulement de gérer les clients, mais ce sera aussi de gérer en amont les prospects, voire les suspects, avec le marketing comportemental et la publicité comportementale sur Internet, via les cookies, hein, via les adresses IP. Donc on peut aller plus loin, on peut adresser, on peut targeter, on peut cibler des gens dont on ne connaît même pas ni l'adresse email ni l'adresse postale. Donc c'est très en amont de la relation commerciale. Et très en aval de cette relation commerciale, le CEM, eh bien, ce sera de capter les clients, de savoir identifier quels sont les ambassadeurs de la marque et de pouvoir les manager, les animer au travers de plateformes comme celles qu'on a vues par exemple pour Nike ou pour d'autres. Oups. Alors, avant-dernière tendance, on va aller, alors je l'ai déjà un petit peu abordé, hein, on va renouveler complètement la relation commerciale. Hein, c'est-à-dire qu'on va vers une nouvelle chaîne de valeur de la relation client. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, la plupart du temps, la relation commerciale, elle se fait de cette manière-là. Et c'est d'ailleurs comme ça, dans la plupart du temps, que chez les annonceurs, on est organisé. Hein, on va recruter des clients avec des médias de masse, de la télé, de la presse, de l'affichage, de la radio. Ensuite, un client, eh bien, on va essayer de le fidéliser avec une carte de fidélité, avec des mailings, avec des emails, avec pourquoi pas même Facebook. Hein, ça, c'est la chaîne commerciale, on va dire, telle qu'elle est monitorée et pilotée aujourd'hui dans la plupart des entreprises. Demain, eh bien, on va arriver plutôt à un cercle. On va arriver à un cercle, c'est-à-dire que le nouveau client, le prospect, il va de plus en plus être coopté par des ambassadeurs de la marque, par des clients déjà actuels. Hein, il va être coopté, ce nouveau client, il va tester le produit, éventuellement il va aller plus loin, il va adhérer à un club, il va adhérer à une communauté et éventuellement il va encore aller plus loin, c'est-à-dire que la marque va lui fournir des dispositifs, des outils pour qu'il puisse lui-même aller coopter d'autres clients. Hein, donc on a ici quelque chose qui fonctionne comme un cercle vertueux qui correspond tout à fait au nouveau modèle vers lequel on va aller, dans lequel on fait de moins en moins de différence effectivement entre la publicité d'un côté et les outils de la relation client de l'autre, entre effectivement tout ce qui tourne autour
tout ce qui tourne autour de la pub, l'exploitation, enfin tout sera ciblé, tout sera connecté. Et l'idée, ce sera vraiment de correspondre aux nouvelles attentes des consommateurs qui sont défiants vis-à-vis des messages publicitaires classiques et qui croient aujourd'hui davantage les avis de consommateurs et les avis de leurs amis ou de leurs parents. Surtout que maintenant, désormais, on est dans un monde du temps réel. On n'a plus le temps, comme on avait le temps il y a une dizaine d'années, d'analyser ce qui s'était passé 3 ans en arrière, et puis on arrivait à peu près à programmer ce qui allait se passer 3 ans après. Maintenant, c'est plus possible. Les technologies, les canaux changent très vite. Tout est connecté, et aujourd'hui, il s'agit moins de savoir et de pouvoir analyser en se disant est-ce que c'est plutôt le mobile qui est responsable d'une transformation et d'une acquisition de clients, en sachant que ça se trouve, ça s'est passé par mobile, mais que la personne était venue en magasin physique avant et a consulté un email après. Donc on sait que tout est lié, tout converge et que demain, il faudra intégrer tout ça. Alors la dernière tendance, c'est vraiment de la prospective, du CRM au VRM. Alors je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler du VRM. Le VRM, c'est le vendeur... Qui a entendu parler? Levez la main. Voilà, bah, vous allez vraiment apprendre quelque chose aujourd'hui. Le VRM, c'est le Vendor Relationship Management. Alors je vais vous expliquer ce que c'est. Le CRM, j'imagine que ça vous connaissez un petit peu, le Customer Centric Management, Customer Relationship Management. L'idée du CRM, c'est une entreprise qui va utiliser des outils, des dispositifs pour gérer sa relation avec ses clients. Ça, c'est le CRM. Le VRM, eh bien, c'est l'inverse. Ce sont les consommateurs qui vont avoir de plus en plus, il y a déjà des outils qui commencent à émerger aujourd'hui, qui vont avoir des outils, des dispositifs pour gérer leur relation avec leur marque. Concrètement, ça veut dire quoi? Imaginez que demain, au lieu, vous voulez partir à Bali cet été. Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui? Vous allez aller sur tous les sites de tour opérateurs et vous allez, pendant 2-3 jours, hein, ça prend du temps quand même, essayer de voir la meilleure offre, le meilleur prix, etc. Le VRM, c'est l'inverse. Vous allez avoir un outil qui va vous permettre de donner, moi je recherche un voyage à Bali entre tel et tel budget, avec telle et telle activité, ça j'aime pas, etc. Et vous allez lancer votre propre appel d'offres. Et ce sont les marques qui vont ensuite revenir vers vous en tant que consommateur. Hein, le VRM, l'idée du VRM, c'est de redonner du pouvoir aux consommateurs au travers des outils Internet. Et c'est l'aboutissement quelque part du web 2.0 et c'est l'aboutissement quelque part de toute la logique d'Internet, hein, de redonner du pouvoir aux consommateurs. Alors ça peut faire peur aux marques, évidemment. Néanmoins, l'objectif pour les marques, ça va être de connecter le CRM et le VRM. Hein, et la plupart des sociétés aujourd'hui qui créent des dispositifs de VRM sont en train de regarder comment on pourra connecter ces outils avec les outils CRM des entreprises. Le VRM, c'est conceptuel aujourd'hui encore, c'est de la prospective. Hein, c'est un laboratoire, c'est un chercheur du MIT à Harvard qui a lancé ce concept il y a maintenant 2-3 ans. Ça fait de plus en plus de mousse aux États-Unis. Il y a des sites VRM qui commencent à émerger. Il y en a un en France, notamment Privony par exemple. L'idée de VRM, c'est aussi de permettre aux consommateurs de gérer eux-mêmes leurs données. Hein, donc il y a toute une problématique autour de la privacy et que le VRM permet de résoudre. Enfin, dernière chose par rapport au VRM, pour vous montrer que ce n'est pas de la science-fiction, le gouvernement britannique a lancé un projet de VRM cet été au Royaume-Uni. Hein, James Cameron a lancé un projet qui s'appelle MyData, M-I-D-A-T-A, si vous voulez vous renseigner sur le web. Et le projet MyData, il va obliger, dans les 5 ans qui viennent, les grands opérateurs télécoms, les grandes banques et les grandes surfaces, notamment Tesco, qui est partie prenante dans le projet, il va les obliger à donner toutes les données, les obliger à fournir à leurs clients toutes les données qu'ils possèdent sur eux. C'est-à-dire que si vous êtes client par exemple d'Orange, eh bien Orange va être obligé de vous donner toutes les données qu'il possède sur votre comportement de consommateur télécom. Pourquoi? Parce que derrière, imaginez, Orange vous fournit la totalité des données de votre comportement de consommation. Et bien derrière, vous allez pouvoir aller voir Bouygues et vous allez aller pouvoir voir SFR, dire voilà, j'ai tel comportement de consommation, avec Orange je paye autant par mois, combien je paierai si je vais chez Bouygues, combien je paierai. Hein, ça va être, encore une fois, l'idée du VRM en période de crise économique, c'est de donner évidemment plus de pouvoir et plus de pouvoir d'achat aux consommateurs. Donc il y a un projet sociétal derrière qui est conséquent. Certes, aujourd'hui, c'est relativement conceptuel, c'est vraiment de la prospective à 5 voire 10 ans, mais c'est une tendance de fond vers laquelle nous, marketeurs, on va devoir forcément répondre.
Ce qui est certain sur ce point-là, c'est que sans savoir ce que ça donnera en termes d'outils et si ça va se généraliser, les marques sans attendre doivent initier en fait des programmes de responsabilité et de transparence sur les données qu'elles possèdent sur les consommateurs et de manière très claire, parce que chaque entreprise, on peut trouver sur chaque site de chaque entreprise des choses sur l'utilisation des données, etc. Mais c'est pas clair pour le citoyen lambda. Donc si elles ne le font pas, si elles ne se responsabilisent pas, les marques et tout l'écosystème marketing, hein, les prestataires, etc., ont commencé à le faire et à faire des contre-propositions et à être très transparentes pour les consommateurs. Sinon, il y a un risque que le législateur et le régulateur prennent le pas, comme c'était le cas un petit peu en Angleterre, et qu'il y ait du dégât pour le monde marketing. Alors, si vous êtes intéressé par le VRM, donc faut lire le livre de Doc Searle, Doc Searle, D-O-C, Searle c'est S-E-A-R-L, Doc Searle, qui est chercheur et enseignant au MIT. Et son livre s'appelle The Intention Economy. Hein, pour lui, on est en train de passer d'un modèle de l'économie de l'attention. Vous vous rappelez, je crois que c'était Étienne Moujotte ou Lelay qui disait on vend du cerveau disponible. L'économie de l'attention pour les marques, c'est d'essayer de capter l'attention des consommateurs. Eh bien, on est en train de passer de l'économie de l'attention à une économie de l'intention. L'intention, ce sont les consommateurs qui vont dire ce qu'ils veulent acheter, qui veulent dire ce qu'ils veulent de la part des marques et ce qu'ils ne veulent pas. Et on renverse complètement du coup les outils et les pouvoirs. Donc ça c'était pour les bouquins. Juste pour terminer, puisqu'on a fini là ces 12 tendances. Donc on vous remercie beaucoup pour votre écoute. On est à votre disposition pour des questions et on fait un peu de publicité. Alors je ne sais pas si on peut repasser l'écran, puisqu'on est l'auteur de 3 bouquins. Je ne sais pas si on m'entend là-bas. On est l'auteur de 3 bouquins dont l'un est à vendre juste derrière au stand Kawa. Hein, c'est le livre La marque face à la révolution client aux éditions Kawa. Voilà, ils sont là. Et Anthony et moi, on a commis un livre qui s'appelle Le marketing client multicanal, qui est édité chez Dunod. Voilà, donc on est à votre disposition pour quelques questions. Je ne sais pas si on a encore le temps. Je sais pas, je pense qu'on a dû dépasser un peu, mais c'est pas grave. Est-ce que vous avez des questions ? Non. Bon, bah, très bien. Bah, merci beaucoup en tout cas pour votre écoute. Merci.